Salut tout le monde, bienvenue dans Remitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que les autres youtubeurs n'ont pas déjà dit sur Star Wars? Tout a été dit, il y a des chaînes spécialisées et tout ce qu'on veut. Et j'ai pas une connaissance absolue de Star Wars. Mais en regardant des vidéos justement de mes collègues, plusieurs questions revenaient, même après la diffusion du film neuf, certaines questions revenaient comme étant sans réponse, comme quoi cette nouvelle trilogie avait mis en place des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Et moi j'étais là, si, moi la réponse je la connais, c'est ça, c'est ça. Et je me demandais d'où je tenais ces réponses. Donc cela vient de ce livre, Star Wars, le réveil de la force, l'encyclopédie illustrée. C'est un livre que j'ai acheté après avoir vu le film 7. Il était dans les bacs pour Noël. Alors, j'ai mis en place une deuxième caméra pour pouvoir vous montrer le livre. Et comme c'est la première fois, et vous allez voir, alors on va pas tout mettre, mais je vous... Voilà. Lorsque l'on lit l'introduction, c'est écrit ici. Euh, Depuis la victoire de l'Alliance rebelle sur le maléfique Empire galactique, que s'est-il passé? Comment la galaxie s'est-elle reconstruite? Qui sont les acteurs de cette nouvelle lutte pour le pouvoir? Que sont devenues les légendes du passé? Et qui seront les nouveaux héros de demain? Cette encyclopédie illustrée apportera un début de réponse à certaines de ces questions. Voilà. Même après avoir vu les films 7, 8, 9, une des questions qui revient souvent, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé après la chute de l'Empire? Pourquoi il y a encore une résistance? Il y a tout un tas de questions dont les réponses sont dans ce livre. Et je suis complètement décalé au niveau des caméras. Donc voilà, par exemple, après des années de rébellion, la mort de l'empereur Palpatine a apporté au peuple oppressé de la galaxie la preuve tangible que l'Empire pourrait être vaincu. Ce profond désir de liberté et de paix, donnant naissance à une grande vague de révolte se propageant de secteur en secteur, jusqu'à ce qu'une trêve soit signée entre la Nouvelle République et l'Empire affaibli. L'un des premiers actes du Sénat restauré fut de signer l'acte de désarmement militaire. Beaucoup ont alors cru l'ère des conflits galactiques révolue. Donc voilà. C'est-à-dire que une fois l'empereur mort, donc on est, c'est la bataille à la fin de Star Wars 6, le retour du Jedi, l'Empire existe toujours. Mais en apprenant la mort de l'empereur, les planètes se sont soulevées. Donc les forces rebelles ont continué à combattre les forces militaires de l'Empire, mais les planètes se sont soulevées une à une pour regagner leur liberté et intégrer la Nouvelle République. La Nouvelle République, après la grande victoire contre l'Empire lors de la bataille d'Endor, l'alliance censée rétablir la République s'est rebaptisée Nouvelle République. Il y a un nouvel accord de paix appelé Concordance galactique fut signé avec les derniers représentants de l'Empire, estimant que ce dernier ne constituait plus une menace. La Nouvelle République se concentra sur la restructuration politique de la galaxie. Donc, ce traité de concordance, c'est ça, concordance, vient en place des accords de Coruscant. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, aux MMORPG, qui se passent 1000 ans avant, non, un peu plus de 1000 ans avant, c'est à l'époque où il y avait un empire sith qui combattait une république, et à la fin de cette guerre, où la république gagne, balayant les Sith, fut signé les accords de Coruscant, et donc les accords de concordance galactique remplacent les accords de Coruscant. Le premier ordre. La concordance galactique ôta à l'Empire les moyens de faire la guerre,
par de stricts traités de désarmement et de sévères demandes de compensation. Le vieil empire s'étiole, se constituant d'un petit nombre d'irréductibles engagés dans une guerre froide avec la Nouvelle République. Ils se dispersèrent avant de se regrouper dans les régions inconnues, devenant le mystérieux Premier Ordre. Donc voilà. Donc en fin de compte, l'Empire, c'est-à-dire que grosso modo, quand l'Alliance rebelle a réussi à libérer les mondes du noyau, parce que c'est-à-dire que voilà ce qui se passe. Vous avez les mondes du noyau, vous avez les régions de l'expansion, donc voilà, les régions inconnues, c'est ici. Là, vous avez les régions ouest, la bordure médiane, la bordure extérieure, la bordure intérieure. Donc, Coruscant, voilà, Coruscant est ici. Là, vous avez Corellia. Et au final, c'est ce qui se passe. C'est que, voilà, Jakku, c'est là, qu'on trouverait. Et Jakku est la dernière planète qui a subi un conflit de la Nouvelle République contre l'Empire. Donc, le combat, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, ils ont considéré que tout ça était libre, alors que tout le reste était encore sous l'Empire. Alors, pas tout, parce qu'il y avait des planètes qui étaient, regarde, Tatooine ici, dans la bordure médiane. Non, mais Tatooine, c'est la bordure extérieure, normalement. Ouais, il y a un trait... voilà. Naboo est là. Kashyyyk qui est ici. Oderon est là. Donc, vous voyez, si vous connaissez les planètes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à partir du moment où ils ont libéré le noyau, ils ont dit, ouais, voilà, l'Empire est fini. On signe les traités, salut, au revoir. Non, mais ils étaient encore implantés un peu à droite à gauche. Mais les rébellions sur chacun de ces mondes, voilà, Endor, c'est ici, ont petit à petit libéré. Donc les forces de l'Empire qui résistaient, qui survivaient, se sont regroupées donc, dans les régions inconnues ici. Donc on voit la base de Starkiller est ici. Pour opérer en secret. La Résistance est une petite armée privée créée par la princesse Leia Organa pour surveiller les mouvements du Premier Ordre. Elle estime que la politique du Sénat est trop lente et trop centrée sur elle-même pour être d'une quelconque utilité. La Nouvelle République tolère la Résistance, mais se méfie des risques de conflit avec le Premier Ordre. Donc, c'est quand même dingue. Le Sénat de la Nouvelle République dit « Ah, tu veux te faire une armée privée pour surveiller le Premier Ordre, qui sont les survivants de l'Empire qu'on n'a plus rien à foutre ? Ouais, vas-y, surveille-les, on a autre chose à faire. » mais par contre, engage pas le combat, hein, parce que on veut pas se battre contre eux. C'est débile, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent que le Premier Ordre est quand même une menace militaire. Alors, là, bon, par exemple, on a des petits descriptifs, des planètes, donc voilà. Ocean Prime, qui est donc ici, au sud de Corellia. Pour montrer sa bonne volonté, la Nouvelle République restaura par décret de la chancelière Motma le Sénat galactique et créa un forum où la République pourrait définir sa nature. Il fut décidé que chaque monde aurait le même poids dans la formation du gouvernement. Ce changement conduisit au déplacement de la capitale politique Coruscant, perdu son statut, acquis depuis des millénaires, de centre de la galaxie. Les mondes affiliés accueillent désormais le Sénat à tour de rôle. Actuellement, c'est la planète cosmopolite Aeson Prime qui reçoit le Sénat. Donc voilà. Moi, je pense que la planète qu'on voit avec les sénateurs qui est détruit, ce n'est pas Coruscant. C'est Ocean Prime. Et le Sénat se déplace de monde en monde à tour de rôle. Donc ils font un certain temps sur chacune des planètes. Et je pense que c'est aussi pour ça que le rayon de Starkiller détruit plusieurs planètes. Parce que pour être sûr de détruire le Sénat, ils ont détruit tous les mondes qui potentiellement pouvaient accueillir le Sénat. Donc je vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est un bouquin qui est intéressant. Voilà, il y a des trucs. Alors vous avez surtout les infos bonus qui vous apprennent des trucs. Donc par exemple, voilà, Poe Dameron.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Poe Dameron de vraiment utile? Poe pilote des vaisseaux depuis ses 6 ans. Hein, travail des enfants, pas de problème. Ses parents faisaient partie de l'Alliance Rebelle et il est né sur la fin de la guerre. Est né à la fin de la guerre entre l'Alliance Rebelle et l'Empire Galactique. Sa mère, Shara, était une pilote rebelle et son père, Kez, servait également dans l'armée rebelle. Poe a grandi sur Yavin 4 dans une nouvelle colonie près des ruines Massassi, depuis lesquelles l'Alliance lança la mission de destruction de l'Étoile Noire. Donc le mec, bien sûr, il est complètement influencé parce il a grandi dans un esprit de rébellion, de combattre l'Empire et compagnie. Donc il pouvait que rejoindre la résistance. Et je pense que son côté tête brûlée lui vient qu'il a grandi avec les histoires de Han Solo et de Luke Skywalker. Donc, bon, comme je dis, je vais pas tout vous lire. Donc, par exemple, ce qu'ils expliquent sur lui, c'est que la Nouvelle République, quand ils se sont reconstruits, et qu'ils ont donc dit, bon, bah, on a besoin des archives de l'Ancienne République pour pouvoir administrer toute la zone. Sauf que les archives ont été détruites par l'Empire. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. Pourquoi en l'espace de 20 ans, on a l'impression que tout le monde sait plus rien. Donc déjà, on parle d'un empire à une échelle galactique, à l'échelle d'une galaxie. Donc les informations sont quand même assez lentes à se transmettre. Quand vous regardez les anciens films Star Wars ou surtout les animés, vous vous apercevez que des fois ils arrivent sur des planètes où ils savent pas ce que c'est les Jedi parce qu'ils vivaient trop loin des mondes du noyau pour connaître les Jedi. Et on était à l'époque de la République. L'Empire a détruit toutes les archives. Donc, automatiquement, tu détruis toutes les archives, tu tues une grande partie des adultes qui ont des connaissances, et tu élèves les gamins avec un minimum d'informations, bah oui, les gamins, 20 ans après, c'est quoi un Jedi? Ils savent pas ce que c'est. Il y a plein de choses qu'ils savent pas. Et donc, Lord San Tekak, là, fait partie des gens qui ont aidé on va dire, au devoir de mémoire, à tout un tas de choses. Donc là, on a des informations sur les Stormtroopers. Donc par exemple, voilà. Afin d'en réduire le poids, le casque de Stormtroopers ne possède plus de système optique développé, ce qui les oblige à utiliser des quadrijumelles sur le terrain. Les Stormtroopers sont... Ouais, il manque un espace. Un unique système d'identification et leur numéro de série. Voilà. Par exemple, justement, en fait, les Stormtroopers du premier ordre sont moins performants que les Stormtroopers de l'Empire parce que réduction de coûts, peu de minéraux et tout, donc ils ont fait pas mal de choses. Donc comme là, ils n'ont plus de système optique intégré, ils n'ont plus de système de survie dans le casque, alors que les Stormtroopers en avaient. Et donc ils sont encore moins bons en termes d'équipement que les téléclones. À chaque fois, on va dans vers une baisse d'équipement. Donc le Flame Troopers, Flame Troopers, hein, les mecs ils arrivent au lance-flammes, c'est des troupes spéciales. Alors Finn, pur produit du programme, entraînement militaire du premier ordre, FN 2187, ça va être un Stormtrooper très compétent. Son agilité, son endurance, sa coordination et sa précision lui valent d'excellentes notes, mais il manque de zèle au combat et de soumission à l'autorité. Alors qu'il s'apprête à remplir sa première mission sur le terrain, ses états de service sont vierges de tout signe de dissidence, mais son profil impeccable ne résiste pas au brutal assaut nocturne d'un village sacré sur Jakku. Donc voilà, en réalité, Finn, il est bon. Pour un Stormtrooper, s'il est bon. L'unité de Finn est sous le commandement direct du capitaine Phasma qui surveille de près ses performances. Lors de son entraînement, Finn fut souvent de corvée de nettoyage. Donc ça déjà, ça explique quelque chose. Pourquoi Finn prend autant, pas de
de plaisir, mais pourquoi il jubile autant quand il se bat contre Phasma, bah c'est la vengeance du bisu contre ses bisuteurs. Le mec, il se tapait tout le temps les corvées, Phasma, lui, on en a fait baver. Donc quand il se retrouve dans le film 8, si je me souviens bien, à se battre contre elle, bah oui, il est content de la défoncer, quoi. Donc là, on a le film mode... alors... Tiens, regarde. Malgré son éducation encadrée, Finn a entendu parler de Han Solo, général de l'Alliance, et de Luke Skywalker, chevalier Jedi. Donc, c'est-à-dire que malgré tout, il... C'est-à-dire que les Stormtroopers connaissent les Jedi, alors que le reste du monde, non. Donc là, on a des trucs sur Kylo Ren. Le véritable nom de Kylo Ren ne doit jamais être prononcé par décret du chef suprême du Premier Ordre. Voilà, c'est-à-dire que Snoke a interdit qu'on dise son vrai nom à Kylo Ren. Le chef suprême pense que Ren est l'incarnation idéale de la force, l'aboutissement des facultés venues du côté obscur et de la lumière. Donc ce que Snoke cherchait, c'est un Jedi gris. Or, effectivement, même si Kylo Ren a plus tendance à être du côté obscur, il est effectivement un Jedi gris. Alors après, bon, il y a tout un tas... Voilà, comme ils disent que sa position dans le Premier Ordre, sa façon de commander tout ça ressemble à celle de Dark Vador et que c'est fait exprès. Donc voilà, le fameux sabre de Kylo Ren. Alors, voilà. L'explication pourquoi le sabre de Kylo Ren a une garde laser. Alors, je vais vous résumer, c'est tout con. Comme tout bon utilisateur de la Force, parce que qu'ils soient Jedi ou Sith, ils ont une chose en commun, c'est que quand vous passez de... Donc c'est novice pour les Jedi et adepte pour les Sith. Donc quand vous montez en grade pour devenir Padawan et pour devenir Sith, un guerrier Sith, vous fabriquez votre sabre laser. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que Kylo a foiré son sabre. En fait, parce que faut une chose qu'il faut comprendre, le cristal de Kuiper est ce qui permet au sabre de se former, mais il y a une cellule d'énergie. C'est-à-dire que oui, les sabres laser ont des piles. C'est con à dire, on n'a jamais vu de sabre laser tomber en panne d'énergie, mais ils ont des piles qui est un noyau énergétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a mis un noyau qui était trop puissant avec un cristal qui est fêlé. Donc l'excès de puissance sort par les filures. Et en fait, la garde, c'est, comme ils disent, des aérations. En fait, c'est pour excéder l'excédent d'énergie qui passe par la fêlure du cristal de Kuiper. Voilà, c'est... Le sabre laser inhabituel de Kylo Ren possède un design ancestral datant du temps du grand fléau de Malachor. Les lames de la garde sont des excroissances de la lame centrale. Elles proviennent d'un cristal Kuiper ébréché à l'origine de cette apparence crénelée. Un système d'activateur sépare le flux de plasma en le canalisant perpendiculairement pour créer les pointes. L'enveloppe protectrice de la garde protège sa main. Donc, ouais, donc il y a le fait que... Alors, d'accord. Donc en fait, non, le fait que le cristal soit ébréché, c'est ce qui fait que son sabre fait de l'aliasing, en gros. Qu'il n'est pas stable et qui fait de l'aliasing. La garde, en fait, c'est une volonté parce qu'il a voulu... Voilà, il avait voulu se la péter en faisant un truc qu'on faisait dans le temps. Donc Phasma, alors on apprend plein de trucs sur Phasma, qui est... en fait, c'est ça le pire. Elle est la capitaine des troupes d'élite des Stormtroopers. Donc en gros, elle est l'équivalent de Rex,
qui était un capitaine des Arc Troopers. Plasma est la troisième membre du triumvirat officieux de commandement de l'opération Starkiller aux côtés de Kylo Ren et du général Hux. Donc elle est hyper importante, machin, mais elle ne met pas en avant le fait qu'elle est une femme. Comme en fait, son explication, c'est que les armures de Stormtroopers faisant qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui est dedans, bah, elle ne le met pas en avant. Alors que, bon, bah voilà, Girl Power, quoi, c'est une femme qui commande l'armée. C'est bon. Euh, tu, tu, tu. Ah, tiens. L'armure de Phasma est recouverte de chrome récupéré sur un alliage de Naboo ayant appartenu à l'empereur Palpatine. Elle réfléchit les radiations néfastes et symbolise la puissance d'autrefois. Sauf que un Yash chromé venant de Naboo qui appartenait à Palpatine, c'est pas celui qui a utilisé Palmé pour s'enfuir de Naboo. Hein? Rey, alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Rey? Donc on apprend qu'elle a appris les langues non humaines comme le Wookiee et le binaire avec des astromechs. Donc en gros, elle a réparé des droïdes dans les carcasses et les droïdes lui ont appris d'autres langues. Pourquoi elle sait se battre aussi bien avec un sabre? Parce que la technique qu'elle a développée pour se battre avec son bâton de combat s'adapte à toutes les armes. Voilà, c'est ça leur explique. C'est pas c'est la force, machin. Non, non. C'est juste que pour survivre sur Jakku, elle est toujours restée sur ses gardes et à devoir se battre contre les brutes et les pilleurs d'épaves, parce que c'est la loi du plus fort. Ce qui fait qu'elle a développé son propre art martial de combat au bâton et que celui-ci s'adapte à toutes les armes. Voilà, c'est un génie du combat, tout simplement. Mais la force n'a rien à voir là-dedans. Par contre, pourquoi elle s'ouvre si facilement à la force? Parce qu'en vivant dans la constante peur de se faire agresser par des brutes et compagnie, elle a développé de l'intuition et elle fait confiance à son intuition. Or, la force, utilisée par les Jedi, la première étape, c'est de se fier à son intuition. C'est-à-dire que l'entraînement de Luke au sabre laser contre le drone qui lui tire dessus, qui apprend qui fait pour avoir les bases de la force, elle l'a fait 24 heures sur 24 toute sa vie. Parce que toute sa vie, elle était à deux doigts de se faire taper dessus, quoi. Donc, bon, on apprend qu'elle vivait dans un AT-AT, qu'elle a réparé de manière à ce que celui-ci ait toutes les fonctions de survie et compagnie. Du coup, oui, elle vit en plein désert, mais elle vit dans un AT-AT qui marche. Alors, il n'est pas mobile, mais à l'intérieur, ça marche. Alors voilà, même si Rey connaît la légende des Jedi, elle est surprise d'apprendre qu'ils ont existé. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, ouais, mais ça, c'est une légende. Non, mais c'était il y a 20 ans. Ouais, mais suivant les planètes où ils vivent, ils n'ont peut-être pas vu de Jedi depuis des siècles. Donc pour eux, voilà. Les techniques de combat de Rey avec son bâton s'adaptent bien à d'autres armes, y compris à celles qu'elle n'a jamais maniées auparavant. Ouais. Donc c'est pas ta gueule, c'est la force, c'est ta gueule, c'est une génie du combat. C'est. Voilà, Alors le cimetière de vaisseaux, donc ils expliquent. Donc en fait, voilà, Jakku est la dernière planète à avoir subi un combat entre les rebelles et l'Empire. Et en fait, il y avait un laboratoire caché sur Jakku. Et ils ont utilisé des vaisseaux tracteurs depuis le laboratoire pour attirer les vaisseaux, pour faire cracher les vaisseaux sur la surface. C'est pour ça qu'il y a autant de vaisseaux. Donc là, bon, on parle de tout un tas de personnages. Voilà, donc Unkar Pleut, celui qui gère toute la bouffe sur Jakku. C'est ce fait que c'est lui qui gère tous les réparateurs, choses comme ça.
Et c'est lui qui, quand Rey se la pète un peu trop, lui envoie ses sbires pour lui taper dessus. Et voilà, et en fait, sa bouffe, ce sont les kits militaires de l'Empire et de la Nouvelle République récupérés dans les vaisseaux. La fougueuse indépendance de Rey l'a mise en porte-à-faux avec Kunkar par le passé, mais Pleut la considère toujours comme une de ses meilleures fouineuses. Elle peut faire face à ses sbires physiquement bien plus imposants qu'elle. Voilà. Hux. Alors, le général Hux, on apprend des choses intéressantes. Donc, en fait, il est le fils d'un directeur d'académie de l'Empire. Donc, quand l'Empire a commencé à s'écrouler, le, le- 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 son père s'est enfui euh, dans les territoires inconnus. Parce qu'en fin de compte, l'Empire a toujours eu, c'est ce qu'on comprend dans le film 9, c'est qu'enfin l'empereur a toujours prévu que si son empire devait tomber, d'avoir une roue de secours. Donc ceux qui étaient très haut gradés le savaient, et donc dès qu'ils ont vu la fin de l'empire arriver, ils se sont barrés pour organiser le premier ordre. Et donc en fait le général Hux, c'est purement simplement, c'est-à-dire que George Lucas, quand il a créé l'empire, il s'est basé sur les nazis de la Seconde Guerre mondiale. Hux, il est l'incarnation de la jeunesse hitlérienne. C'est ça, c'est un mini dictateur en culotte courte qui a grandi avec dans sa tête que seul l'empire est bien, que pour lui, l'empire a mis fin aux guerres noires et a unifié la galaxie. Donc l'empire est bien. Sauf que ce qu'il comprend pas, c'est que ce qu'ils appellent les guerres noires, c'est la guerre des clones, et que tout ça a été provoqué par l'empereur. Puisque donc c'est vraiment l'endoctrinement. C'est. Alors, homme de science et de technologie, Hux méprise le côté mystique du premier ordre incarné par Kylo Ren, ce qui fait qu'ils s'entendent jamais. Son grade de général s'étend au-delà du contrôle des armées, il est le commandant de la base Starkiller et peut décider de l'utiliser sous réserve de l'approbation de Snoke. Donc ça me fait un peu rigoler parce que alors tu fais ce que tu veux, tu as toute autorité, mais tu me demandes d'abord. C'est... Voilà. Donc voilà, Voilà, donc après on apprend les finaliseurs, il y a tout un tas de choses qu'on apprend sur les officiers, sur leur entraînement, et choses comme ça. C'est pas le plus important. Les pilotes de TIE. Alors par exemple, ce qui a changé dans les TIE, donc pour ceux qui connaissent bien Star Wars, les TIE, ce sont des vaisseaux courte portée qui fonctionnent avec des générateurs à énergie solaire. Parce qu'en fait, ça, c'est des panneaux solaires. Et ils n'ont pas de vitesse de lumière, ils n'ont pas d'hyperdrive. Et en fait, les TIE du premier ordre sont équipés de boucliers défecteurs, ce que l'Empire ne faisait pas. Donc les TIE du premier ordre sont bien meilleurs. Donc on va essayer de trouver quelque chose. Ah voilà, Han Solo. Pourquoi je dis qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, que les autres youtubeurs disaient, mais pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, on n'a pas les réponses. Bah voilà, par exemple, les dés. La réponse sur l'origine des dés de Han Solo. Alors qu'on voit surtout dans le film Solo, et qu'on voit dans le film 8, quand Luke pose les faux dés dans les mains de Leila. Donc voilà l'explication des dés de Solo. La chance du vaurien, Solo a gardé la paire de dés dorés qu'il utilisa pour la partie de Sabak lors de laquelle il gagna le Faucon Millennium de Lando Calrissian. Voilà. C'est les dés qui lui ont permis de gagner le Faucon. Et comme pour lui, ces dés lui ont porté chance, c'est devenu son gris-gris. Voilà l'explication, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a autre chose d'utile à vous dire là-dedans? Alors voilà. Par exemple, pourquoi il est pas resté avec Leia? S'il y a bien une constante dans la vie de Han Solo, c'est son côté imprévisible. Ses exploits passés sont entrés dans la légende. Il fut célèbre contrebandier qui explosa le record du raid de Kessel, le capitaine du Faucon Millennium, le fugitif condamné à mort qui sema Boba Fett et survécut au courroux de Jabba le Hutt, le vaurien qui conquit le cœur de la dernière princesse d'Alderaan,
et un héros de la rébellion. Un héros de la rébellion. La transition vers la paix ne fut pas facile pour Han, qui n'avait jamais imaginé une retraite anticipée et tranquille. Le pendule destin ramènera la guerre dans la galaxie. Il se retrouve de nouveau au beau milieu du chaos. Alors, après la guerre, la vie de Han Solo prit des tours inattendus. Il devint l'époux d'une influente politicienne de la Nouvelle République, un père de famille et un pilote de course brillant. Mais cette vie paisible ne devait pas durer, et après une terrible tragédie qui bouleversa l'existence du Corellien, il retourna à son ancienne vie. Capitaine de transporteur, contrebandier et hors-la-loi indépendant, Chewbacca est de nouveau à ses côtés comme un retour aux sources. Donc en gros, il faut dire ce qu'il en est. C'est quand son fils, lors de son entraînement Jedi, s'est détourné pour le côté obscur et a tué ses condisciples, et avant de se barrer pour le Premier Ordre, Han a repris sa vie de contrebandier pour essayer de le retrouver, de mettre des bâtons dans les roues du Premier Ordre et compagnie. Voilà. Là, j'ai un faux jour. Voilà. Au fil des années, le Faucon est passé de main en main, de Lando Calrissian à Solo, de Solo à Duquesne, de Duquesne aux frères Irvine, des frères Irvine à Uncarplot, d'Uncarplot à Rey, puis de nouveau à Solo. Donc quand Rey pique le Faucon Millennium sur Jakku, en fait il appartient à Uncarplot, qui l'a gagné, et ainsi de suite. Tout ça avec des parties de dés au sabac. Parce que pareil, on se pose souvent la question, mais comment le Faucon s'est retrouvé sur Jakku ? Voilà, il l'avait perdu au dé. Ils expliquent que l'arbalète Wookiee tire un trait d'énergie explosif. C'est ce qui fait que, comme l'arme a énormément de recul, seule la force d'un Wookiee arrive à l'encaisser. Chewbacca est revenu sur Kashyyyk une fois le joug impérial levé, et il a retrouvé sa famille. Les liens familiaux des Wookiees sont forts, mais se situent sur une échelle temporaire étrangère aux humains, qui vivent bien moins longtemps. Il est facile pour Chewbacca de passer des décennies à courir l'aventure dans les galaxies, loin des siens. Quand Han reprend sa vie de contrebandier, Chewbacca croit faire son devoir en suivant et en l'aidant son ami dans cette entreprise. Alors, il y avait un truc... ah oui, voilà. On voit dans un film que Chewbacca se fait soigner, et en fait, apparemment, c'est une vieille blessure qui traîne depuis un moment. Une altercation avec des gangs rivaux se solde par une blessure pour Chewbacca. Même si la plaie est proprement soignée sur le champ de bataille, elle doit être examinée par un professionnel. Le docteur Calonia de la Résistance met son talent au service du Wookiee blessé. Donc en fait, il a un suivi médical pour une blessure de guerre. Chewbacca a 234 ans, ce qui est jeune pour un Wookiee. Enfin, ce qu'ils disent qu'il n'a pas encore atteint l'âge mûr. Donc, des explications sur cette bestiole. Donc, apparemment, c'est un cousin du... Comment il dit du Sarlacc. Ils auraient des liens avec les Sarlacc, les Bixit et les Vixus d'Umbara. Donc, le Sarlacc, c'est celui qui bouffe Boba Fett, normalement. Enfin, qui était censé bouffer... Oui. Donc là, on a des infos, gang de la mort, machin. Bon, les mecs, on s'en fout un peu. Voilà, donc... Leila, chef de la résistance. Malgré les épreuves, Leila ne s'abandonne presque jamais au chagrin. Son frère, Luke, y voit une manifestation de la force. Si tu peux pas pleurer, c'est à cause de la force. C'est un peu bizarre. Leila utilise son titre royal uniquement auprès de ceux qui la connaissent depuis longtemps. Voilà. Leila apprécie l'aide de film et ne le juge pas sur son passé au sein du Premier Ordre. Elle sait bien que les destins et les épreuves peuvent faire apparaître un héros dans des endroits les plus improbables. Alors c'est marrant parce que dans ce livre, par exemple, on apprend que Finn va être très utile à la résistance parce que grâce à son entraînement et sa discipline militaire instaurée dans le Premier Ordre, c'est un excellent magasinier. Ah oui, oui, oui.
il range tout bien dans les caisses, machin, il fait les inventaires. Enfin bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc les commandants de la résistance, donc tiens par exemple. L'amiral Akbar, donc ils disent que ces ions ont évolué pour ce qu'ils passent plus de temps hors de l'eau que dans l'eau, parce qu'à la base, il faut savoir que les mondes Kala des mondes Kalahari vivent sous l'eau. Si vous avez vu Clone Wars, la série animée 3D, il y a tout un arc sur la planète de l'amiral Akbar, où à l'époque il est capitaine de la garde royale. Akbar apporte à la résistance près de 6 décennies d'expérience de combat. Il défendit les océans de sa planète durant la guerre des clones. Donc ça on le voit dans l'animé. Et apporta aux rebelles une armada fort bienvenue lorsque son peuple rejoignit l'Alliance. Après la victoire décisive de la bataille d'Endor, Akbar joua un rôle primordial dans la défaite ultime de l'Empire sur Jakku. Le général Leia Organa l'a convaincu de quitter sa retraite paisible sur Mont Kala. Donc le mec, il a rempilé pour mourir, comme une merde. C'est... Qui c'est qu'il y a d'intéressant Ah ouais, c'est bien parce qu'il t'explique. Info bonus. La résistance en sous-effectif doit prendre soin des blessés pour qu'ils puissent retrouver leur poste. Trouver de l'équipement médical est une priorité. Oui, non, mais ça, c'est n'importe quelle armée, hein. Même quand t'as du monde, perdre de l'effectif, c'est jamais bon. Donc après, bon, bah voilà. Alors le X-Wing T-70, qui est donc le nouveau X-Wing utilisé par la résistance, inspiré des options du vénérable T-65, les améliorations incluent des moteurs plus modernes et un emplacement permettant de placer une plus large variété d'astromech. Le T-70 dispose de capsules d'armement modulaires secondaires qui permettent de remplacer les torpilles à protons par d'autres armes, et même les canons laser supplémentaires. Cela augmente la polyvalence du X-Wing lors des combats spatiaux. Ouais, voilà. Ils l'ont rendu polyvalent, quoi. Alors ensuite, bon, bah pareil, personnel au sol de résistance, des robots. Voilà, donc là, voilà, c'est ça un astromech. Donc c'est avec ça qu'aurait appris le Wookiee, tout un tas de trucs. Donc C3PO, R2D2, on ne les présente pas. C3PO a mis à jour son logiciel de communication translangue 3 afin d'augmenter ses connaissances à plus de 7 millions de formes de communication. Voilà. C3PO est étonnamment discret au sujet de son nouveau bras. Il s'agit d'un souvenir du sacrifice d'un autre droïde. La plupart du temps, R2D2 est placé sous une bâche pour empêcher l'humidité d'écart d'endommager ses systèmes. R2D2 n'a jamais eu la mémoire effacée, tradition remontant à l'époque où son propriétaire était Anakin Skywalker. Ah, donc il a toute sa mémoire depuis la guerre des clones. Non, il a toute sa mémoire depuis le film 1. Parce qu'il faut savoir que R2D2 est l'astromech du vaisseau qu'utilise Anakin Skywalker petit dans le premier film. Et que depuis, il l'a gardé depuis. Donc le mec, il a tout ce qu'il a fait avec Anakin, tout ce qu'il a fait pendant la guerre des clones, tout ce qu'il a fait avec Luke, et maintenant tout ce qu'il va faire avec Rey. Il a toujours toute sa mémoire. Mode veille. R2D2 récupère de la période de basse tension qu'il s'est imposée. Ces systèmes tentent d'organiser les vastes trésors d'informations que ces banques de données ont accumulés en plus de 7 décennies ininterrompues de fonctionnement. La défragmentation de millions d'hexanodes de sa mémoire a poussé à rêver à beaucoup de ses aventures. Ouais, alors en gros, si R2D2 ne faisait rien,
C'est parce qu'il était en train de défragmenter son disque dur. Non, c'est abusé quand même. Bien qu'elle opère sous la houlette méfiante du Sénat, la résistance d'une organisation indépendante dans les actes ne sont pas sanctionnés par la Nouvelle République. La flotte de la Nouvelle République est la force de défense la plus imposante de la galaxie, mais n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle représentait durant la guerre des clones. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'à cause de la résistance, ils se retrouvent à se battre contre le Premier Ordre. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas, ils ont pas l'armée nécessaire. Mais en même temps, c'est débile parce que pendant qu'ils font rien, bah, le Premier Ordre augmente son armée. Donc c'est. Bon, alors, bon, la filtration. Le problème, c'est que des fois, ils te donnent des informations que t'es là, ouais, on s'en tape. Donc voilà, donc les Snowtroopers. Euh, donc en Maz Katana, donc c'est une pirate légendaire. Euh, Donc c'est une utilisatrice de la Force, mais qui n'a jamais reçu d'entraînement de Jedi. Elle s'est même plutôt cachée des Jedi pour éviter d'être recrutée, on va dire. Et elle a utilisé sa maîtrise de la Force pour se protéger du danger. Donc en fait, parce qu'en fait c'est ça le problème. On parle toujours des Jedi et des Sith, mais en fait il y a de nombreux utilisateurs de la Force qui ne font partie ni de l'un ni de l'autre. Au palais de Maz, on propose l'expertise, le prêt, l'assistance médicale, la nourriture, le gîte, des jeux de hasard, des mises à jour de navigation et des réparations de base. Maz ne se sentit suffisamment à l'aise pour utiliser la force qu'après la mort de l'empereur. Donc quand même. Donc elle s'est quand même bien planquée. Donc après, bah, encore le parler de Maz. On parle on parle des pirates. Qu'est-ce qu'il y a d'utile? Voilà, donc comme ils disent, le palais de Maz, et est vieux de plusieurs milliers d'années, se situe là où s'affrontaient les Sith et les Jedi. Moi, je me demande si le palais de Maz, c'était pas en fait un temple des premiers Jedi. À l'époque où il y avait. Qu'il n'y avait pas de distinction entre, les deux utilisations de la force. Parce qu'à l'origine, les Jedi, c'est un truc qu'on apprend dans le MMORPG. Ils s'appelaient Jedi, mais c'était des Jedi gris. Ils utilisaient les deux côtés de la force. Et puis, petit à petit, deux factions sont nées au nain des Jedi gris, l'un utilisant la lumière et l'autre le côté obscur. Donc, ce qui a donné les Jedi et les Jedi noirs. Et il y a eu une guerre, les Jedi ont gagné, les Jedi noirs ont été chassés. Enfin, les quelques survivants qui restaient ont été chassés. Ils ont voyagé longtemps dans l'espace avec presque rien, où ils ont fini par atterrir sur la planète où vivait un peuple qui était lié au côté obscur. Donc ils les ont vite dominés et ils sont devenus les Sith. Pareil, ça dans les MMO, tu vas sur cette planète. Parce que quand tu fais un site, c'est la planète où tu commences en tant qu'adepte avant d'aller sur la planète capitale de l'Empire Sith. Euh... Ouais, comme dit, elle n'avait pas vu Han Solo depuis 25 ans. Bon, voilà, base. Voilà, bon, ça sera tout. Hop là. Donc, c'était Le Réveil de la Force, l'encyclopédie illustrée, où vous apprenez
tout un tas de choses. Je vous ai donné qu'une petite fraction de ce que contient le livre. Si jamais vous, comme ça, vous gâche pas si jamais vous le trouvez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse dans cette nouvelle trilogie. En fait, pour avoir les réponses, il faut lire des romans, parce qu'il y a des romans qui sont sortis en même temps, ou des livres comme celui-là, des encyclopédies et autres. J'en ai une qui est basée sur les véhicules, par exemple. Bon, là, je ne vais pas le sortir. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.